de baume au cœur. Olivier Véran, Catherine André dit « Si on suit les courbes constatées dans certains pays, on pourrait s'attendre à être bientôt sur une forme de pic. » Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, ce que dit Olivier Véran est plutôt vrai quand on regarde les projections de l'Institut Pasteur qui a établi plusieurs scénarios, mais quel que soit le scénario, voici les conclusions. Le pic des infections est attendu mi-janvier, c'est-à-dire incessamment sous peu. Et dans tous les scénarios, le pic des admissions à l'hôpital est attendu dans la deuxième moitié de janvier, d'ici 2 semaines donc. Alors, pour bien poser le décor, on va regarder les admissions quotidiennes à l'hôpital. Hier, il y a eu plus de 2200 patients hospitalisés. Et si on continue sur cette trajectoire, ça va encore augmenter. C'est ce que dit l'Institut Pasteur. On pourrait arriver à un pic autour de 5200 admissions par jour. Ce chiffre qui serait, vous le voyez, on battrait tous les records des précédentes vagues. Précisons que ce scénario, c'est le scénario optimiste de l'Institut Pasteur. Optimiste parce qu'il y a d'autres projections plus pessimistes. Mais ce que disent les chercheurs, c'est que ce scénario, c'est le plus probable. Et ils préviennent ce chiffre. C'est si on ne réduit pas nos interactions. En revanche, si les Français se montrent plus prudents, réduisent leurs contacts, eh bien le nombre d'admissions quotidiennes peut diminuer avec un pic estimé à 3600 admissions si on réduit par exemple nos interactions de 10%. Pour bien poser le décor une nouvelle fois, les admissions à l'hôpital aujourd'hui à 23 889 personnes hospitalisées. Ça va encore augmenter selon l'Institut Pasteur pour atteindre 32 000 admissions, hospitalisations, ça serait le pic. 6 000 également admissions, hospitalisations en réanimation. Là aussi, c'est le pic qui est attendu. Mais dans tous les cas, il s'agit là d'estimation. Si les Français ne réduisent pas leurs contacts, dans tous les cas, les 2 semaines qui s'annoncent vont être difficiles à l'hôpital avec une forte pression. C'est ensuite que l'on pourra peut-être envisager un fléchissement de l'épidémie. Merci beaucoup Catherine André. Docteur Ichou, c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre alors c'est une bonne nouvelle qu'on va relativiser. Ça permettra de ne pas mettre les hôpitaux plus en difficulté qu'ils ne le sont déjà. Parce qu'on est d'accord que ça ne va pas régler le problème des hôpitaux. Hein. Non, ça ne va pas régler le problème des hôpitaux. Mais en fait, la question qui se pose, c'est qu'on voit bien que cette crise, elle a exacerbé des problématiques qui existaient déjà dans la médecine de ville. Et à l'hôpital. Et finalement, on ne change rien. Alors, on critique la gestion du gouvernement, on peut critiquer à tel ou tel endroit, mais globalement, avec les moyens qu'on avait, ça s'est globalement pas trop mal passé. Quel est le problème maintenant ? On est débordé par les cas. Moi, je suis débordé. Débordé par les cas, par les demandes, par les gens qui vous disent « mais moi, je crois que j'ai eu le Covid, j'ai pas mon pass, je sais pas comment me connecter ». C'est ça la réalité au quotidien. Des mères de famille qui ne peuvent pas travailler, des enfants, des cas contacts dans les entreprises, c'est pareil. Donc, ça devient ingérable. Mais Pardon, juste, les gens que vous voyez, ils sont malades ou ils sont juste infectés ? Ils sont malades et infectés, voire même très malades. Alors, la grosse proportion sont des gens qui ont très peu de symptômes, voire même qui ont des symptômes, parce que je l'ai dit souvent ici, vous savez, vous n'avez pas une étiquette. Hein. Quand vous avez de la fièvre, mal à la gorge et un rhume, vous n'avez pas une étiquette qui vous dit Covid. Ça peut être, et c'est notre métier, de faire un diagnostic précis. Or, on voudrait faire des diagnostics par les informations que vous donnez, mais qui ne sont pas suffisantes sur certaines parties de la population. Parce que ça dépend du comportement des gens. Certains sont excessivement laxistes. Bon, de toute façon, c'est rien, et puis moi, je risque rien. Et puis, sur cette proportion d'antivax, on voit vraiment en situation, hein, ce n'est pas des projections de sondage, en situation, des typologies. Les gens qui sont malgré tout mal informés, parce que malgré toutes les infos qu'on donne, on ne peut pas faire de pédagogie. C'est barbant de faire de la pédagogie. Il faudrait aller au tableau, expliquer ce qu'est un virus, un ARN messager, comment ça se transmet. Personne ne le fait. Donc, il y a des informations, elles sont mal comprises. Beaucoup ne les comprennent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas les facultés de les comprendre, mais parce qu'il n'y a pas eu cette pédagogie, et ils refusent. Vous les voyez, vous leur expliquez, et franchement, en 10 minutes, on règle le problème, ils se font vacciner. Et puis après, il y a des gens qui, en fait, utilisent ce problème pour exacerber leur haine, leurs difficultés. Et puis, pardon, j'ai vu Dupont-Aignan chez Rutel Krief, c'est un scandale
C'est un scandale. On ne peut pas raconter, pardon, autant de conneries. Parce que sur le plan scientifique, ça n'a aucun sens. Les pseudo-traitements mettent en cause M. Palombi. Vous savez qu'on a vu qu'il y a un brave monsieur dont on a dit il s'est fait payer. Il a été en réa. J'en suis témoin, c'est moi qui l'ai envoyé. Donc, ça, franchement, c'est pas sérieux. Ou alors qu'on fasse un débat point par point pour démontrer les choses. Maintenant, je crois, j'ai entendu l'autre jour Valérie, en regardant une émission, elle vous donne absolument toutes les infos. Et la plupart des journalistes ici ont les éléments. Donc, c'est plus ça qui est en cause. On peut faire des émissions et des émissions et des émissions. On en fera 150 et on va toujours tourner en rond. Si on veut fluidifier, il faut changer l'organisation de notre système de santé. Une chose, j'avais dit ça il y a 1 an et demi, on n'a pas de passerelle entre l'hôpital et la ville. Or, si on pouvait, les malades, ils viennent chez nous, ils ne vont pas directement à l'hôpital. Ou s'ils vont directement à l'hôpital, c'est un mauvais filtre. Donc, il faudrait pouvoir avoir un accès avec les services d'urgence pour dire, bon, c'est déjà filtré. C'est-à-dire, je l'ai vu, il y a un problème, il n'y en a pas. Vous pouvez et on pourrait dispatcher. C'est pas possible. Et c'est pas possible pour une autre chose, je finis là-dessus, c'est que de toute façon, nos structures ne sont pas aptes. Il y en a trop dans les pharmacies, ça devient dingue. Dans les labos, c'est n'importe quoi. Et c'est une gabegie financière colossal, en plus. Parce qu'il y a un moment où ça sert à rien. Alors, ça veut dire, Yves Copieters, bonjour professeur, vous êtes épidémiologiste. Quand on écoute tout ce que dit le docteur Marcel Ichou, est-ce que ça veut dire que finalement, il faudrait peut-être se poser la question de laisser filer ce virus, de laisser ce virus se répandre et de faire confiance à cette fameuse immunité collective dont on a tant parlé depuis 2 ans ? Non, je pense que ce n'est pas possible, malheureusement. Pourquoi ? Parce que on le voit bien en fait dans la courbe épidémique actuellement en France, c'est qu'il y a toujours un mélange du variant Delta et du variant Omicron. Ouais. Et en fait, c'est une courbe épidémique assez bizarre par rapport aux autres pays européens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation entre, je dirais, l'effet Omicron versus Delta. C'est une courbe en fait qui monte partout dans les contaminations, dans les hospitalisations et toujours dans les soins critiques, puisque je pense que vous êtes à plus de 16% sur la dernière semaine. Mais quoi qu'il en soit, c'est trop compliqué actuellement d'imaginer un scénario de laisser circuler le virus. Pourquoi ? Parce que par rapport au nombre de contaminations positives, simplement, on peut projeter 1% de risque d'hospitalisation. Et tant qu'on ne sait pas la proportion de Delta versus Omicron dans tout ça, je pense que là, c'est trop dangereux. Pour le moment, on ne la connaît pas, la répartition Delta versus Omicron. Nous, on pensait qu'Omicron, c'était 90% des contaminations. Mais pourtant, en regardant vos courbes d'hospitalisation et de soins critiques qui augmentent toujours, elles sont dues essentiellement a priori à du variant Delta. Alors bien sûr, il peut y avoir aussi des formes graves dans Omicron, mais on sait que le risque d'entrer en réanimation est quand même diminué de 50 à 75% par rapport au variant Delta. Donc il y a encore un problème, je dirais, de formes graves et de risque de formes graves dans la population dû à ce variant Delta, dû à une population qui perd peut-être son immunité ou une population qui n'est pas suffisamment vaccinée sur ces groupes cibles. Donc voilà, donc je pense que c'est un peu trop rapide pour imaginer, je dirais, un relâchement par rapport à toutes ces mesures. Alors, pourtant, restez en ligne, professeur. Pourtant, Catherine, en Espagne, par exemple, c'est ce qu'on a annoncé hier. On commence à relâcher les contraintes, un peu. Oui, on a l'impression, justement, que dans différents pays, maintenant, on est un peu sur la ligne du docteur Fauci, le conseiller à la Maison-Blanche. Ce qu'il a dit aussi, lui, récemment, c'est qu'il y a un moment, en fait, finalement, il va falloir réussir à vivre avec ce virus. Alors, considérant, effectivement, quand même, la nuance qui a toute son importance, c'est considérant que le Omicron est à ce moment-là largement majoritaire et qu'il a pris la place de Delta, parce qu'effectivement, Delta étant beaucoup plus dangereux, là, prendre le pari de vivre avec le virus, c'est quand même la roulette russe. Avec Omicron, ça paraît plus simple. Enfin, jusqu'au jour où éventuellement il y aura un autre variant, il faudra de nouveau s'adapter. Mais effectivement, dans les pays où Omicron est devenu largement majoritaire, c'est vrai qu'on sent maintenant qu'il y a une poussée quand même de certains scientifiques et de certains politiques, du coup, qui disent... Eh bien, effectivement, prenons le risque, qui est quand même largement minoré par rapport à Delta, de vivre avec ce virus en gardant, bien sûr, les gestes barrières et en recevant le rappel et donc les 3 injections, Damien, voire 4. Oui, voire 4, on verra ça. Pour le moment, il n'en est pas question. Damien, est-ce qu'on lit, quand on lit la presse, et notamment dans le Parisien ce matin, qu'en fait, Matignon commence à réfléchir à des allègements ? Oui, parce qu'il faut offrir une perspective un peu plus optimiste que la situation actuelle aux Français, parce que on sait il y a des cycles en plus avec ce virus et donc
en quelque sorte dessiner une sortie de crise, le bout du tunnel avec une lumière, c'est important lorsqu'on fait de la politique, surtout lorsque l'on est taxé d'être dans l'improvisation, d'être dans une gestion à très court terme. C'est ce que répète par exemple Valérie Pécresse depuis plusieurs jours, notamment sur le protocole à l'école. Donc, et surtout, il y a ce débat sur les libertés individuelles, sur les libertés publiques, qui sont considérablement restreintes, qui ont été votées par la représentation nationale, sûr, mais qui pèsent, mine de rien, et que l'on prolonge comme ça, au gré de projets de loi qui sont représentés devant l'Assemblée ou le Sénat. Donc il est normal que l'exécutif offre, entre guillemets, une perspective un peu plus optimiste. D'autant plus qu'il va avoir besoin d'alléger les restrictions sanitaires parce que les derniers baromètres de confiance, par exemple celui des Échos, indique qu'Emmanuel Macron est au plus bas niveau depuis un an sur la cote de confiance parce qu'il y a une lassitude sur les restrictions sanitaires. Donc, nécessité et gestion politique de cet évidemment convergent en ce moment pour aller vers un allègement. Oui. Ouais, alors, il faudrait alléger quoi en premier, docteur? Les jauges? Non, mais je voulais simplement dire que je n'ai pas sous-entendu qu'il fallait laisser filer le micro. C'est pas ce que je dis, c'était ma question à moi. Je voulais... Oui, absolument. Non, c'était ma question à moi. Je voulais savoir effectivement si on pouvait se le permettre ou pas. Alors, on ne peut pas se le permettre parce qu'il y a quand même des gens qui vont faire des formes graves. Les statistiques, c'est une chose, la réalité, c'est autre chose. C'est la différence entre la carte et le territoire. Donc, il ne faut pas laisser filer le virus, mais quels que soient les gens aux commandes, vu la structure de notre organisation de santé, il y aurait de toute façon des couacs. Oui. Et on ne fait, en prenant des mesures, que freiner l'épidémie. Oui, c'est-à-dire qu'en temps normal, c'est déjà compliqué, en fait, quand il n'y a pas d'épidémie. Bien sûr, c'est plus que compliqué. Et ça va le devenir de plus en plus. Mais cette information qui est... Si vous voulez, les gens viennent maintenant, très souvent, avec des informations, et ils donnent aux médecins le diagnostic, le traitement, ce qu'ils doivent prendre, ce qu'ils ne doivent pas prendre. La médecine ne se fait pas comme ça. Ça reste en fait quand même encore, non pas une science, mais un art. C'est-à-dire il faut écouter les malades, les ausculter. Voir un artisanat parfois. Dernière question pour vous, professeur Copieters. Puisqu'on parlait de variants tout à l'heure, est-ce qu'on est sûr que le prochain variant qui va émerger sera forcément moins grave, je veux dire de façon individuelle, moins létale si j'ose dire, que les précédents, parce qu'on avait entendu ça au début de la pandémie? Oui, ça reste une hypothèse, mais c'est malheureusement une hypothèse qu'on ne peut pas prouver. Pourquoi? C'est vrai que le variant suivant devra prendre le devant sur le variant Omicron en termes de contamination, ça on l'a compris, et donc il doit trouver encore des échappements immunitaires pour arriver à être contaminant, et on sait que des souches fortement contaminantes sont a priori moins létales. Mais il faut aussi regarder où émergent ces souches. La Omicron a émergé en Afrique australe, dans une population particulière, l'Afrique du Sud, ou à ce niveau-là du continent. C'est une population qui a des caractéristiques en termes de population, en termes d'immunité aussi, avec des personnes qui ont une prévalence plus fréquente du VIH/SIDA ou de maladies avec des composantes immunitaires. Et donc, il faut faire attention quand même à ces foyers à l'échelle mondiale qui sont potentiellement, je dirais, des sources de mutants, ou en tout cas de mutants qui pourraient entraîner des formes particulières. Et tant qu'on ne s'attaque pas, je dirais, à ces caractéristiques de population qui sont des facteurs favorisant à l'émergence de nouveaux variants, c'est impossible en fait de répondre à votre question. C'est OK, merci. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Si on veut des variants moins agressifs, il faut vacciner la terre entière. Merci mille fois, professeur, d'avoir été avec nous.